à tous. Alors aujourd'hui, je suis très honorée. Je suis ravie d'être avec Luc Julia. Luc Julia qu'on ne présente plus. Mais Luc, mille merci pour avoir accepté cette interview. Je vais quand même vous laisser vous présenter parce que vous êtes multicasquette. Oui, enfin, je suis multicasquette. Je suis un ingénieur français qui travaille dans la Silicon Valley depuis une trentaine d'années sur les sujets comme les objets connectés et l'IA, évidemment. Je pense que c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Oui, alors merci infiniment parce que vous étiez déjà intervenu dans le MOOC l'IA pour tous pour nous expliquer ce qu'était l'IA. Et aujourd'hui, la question, c'est vous, votre point de vue. Comment vous pouvez nous expliquer, à nous des non-scientifiques, j'allais dire des non-matheux, des non-informaticiens, la différence entre l'IA et les IA génératives qui arrivent dans le panorama? Alors, d'une part, elles n'arrivent pas vraiment dans le panorama, hein. C'est un truc qui est un peu vieux, dans le sens où c'est arrivé, ces IA génératives existent depuis à peu près 2017, hein, donc ça fait déjà 6 ans. Évidemment, on en a parlé beaucoup récemment avec l'avènement de ChatGPT et des IA génératives comme Stable Diffusion ou DALL-E, enfin celles qui font aussi la génération d'images. Donc la génération d'images, ça fait 1 an aujourd'hui, on est en été 2023, c'est arrivé en été 2022. Et ChatGPT est arrivé fin de l'année, novembre 2022. Donc, ces IA génératives, c'est pas autre chose finalement que l'évolution normale des IA qu'on connaît depuis une vingtaine d'années, hein, sachant que l'IA, enfin on va pas refaire l'histoire, mais ça a commencé dans les années 50, hein, donc ça fait très très longtemps. Il y a eu ces IA statistiques qui sont un peu mortes dans les années 60, et puis après les IA statistiques qui ont été très à la mode pendant une quarantaine d'années, hein, c'était les systèmes experts de la logique, et puis après les IA statistiques sont revenus à la mode grâce aux data, grâce au fait que les data, les données étaient de plus en plus disponibles sur le web. Et puis donc, dans les années 2000-2010, on a eu beaucoup d'IA, on appelait ça le machine learning, le deep learning. Et c'est vrai que en 2017 est arrivé un nouveau type à nouveau avec encore plus de données, hein, parce que cette fois-ci les machines sont capables de faire encore plus de calculs. On a des beaucoup plus gros modèles, et donc on a fait ce qui s'appelle les large language models, donc les LLMs. Et les LLM, donc, c'est pas autre chose que des énormes modèles de langage qui sont pas autre chose finalement que de la complétion. Alors c'est un peu résumé rapidement, mais ça va vous permettre de retrouver des sortes de motifs de mots ou de phrases ou n'importe quoi dans des immenses bases de données, hein. Donc, parce que là, quand on parle de ChatGPT, par exemple, on parle de 175 milliards de ce qu'on appelle les poids, mais de données, on va dire, d'accord? Donc c'est beaucoup plus de données que ça, en fait, mais 175 milliards de données significatives. Et donc, c'est énorme, hein, c'est en gros tout Internet, hein, globalement, si on simplifie. Et donc, ces large language models nous permettent maintenant d'avoir de retrouver finalement tout ce qui a été fait dans l'humanité et de pouvoir finalement poser n'importe quelle question et retrouver n'importe quoi dans ces immenses databases. Bon, ça c'est très très vaguement résumé, mais si on veut trouver une révolution dans ce qui se passe depuis novembre 2022 là, c'est pas tellement les technologies de recherche, on va dire, ou de création de modèles elles-mêmes, hein, même si les modèles, comme j'ai dit, sont beaucoup plus gros. La révolution est dans le chat GPT et dans le chat. Elle n'est pas dans le GPT. Donc le GPT, c'est le modèle, le chat, c'est la façon dont on va l'interroger. Donc la révolution est vraiment dans le chat, le fait qu'on ait mis à disposition des vrais gens, hein, de tout le monde, non plus des API ou des SDK ou des machins compliqués pour aller parler avec ces modèles, mais maintenant de mettre à disposition ce qu'on appelle le prompt, donc qui est juste cette interface textuelle qui va permettre de poser n'importe quelle question et d'aller retrouver potentiellement quelque chose dans ces immenses modèles. Donc c'est un peu, si vous voulez, c'est la révolution qui s'est passée en 98 quand Google a mis ce petit prompt aussi qui vous permettait de chercher sur Internet tout et n'importe quoi. Donc la révolution elle est plus dans l'interface que dans les méthodes elles-mêmes, les méthodes d'IA elles-mêmes. Mais bon, ceci dit, le fait qu'il y ait 100 millions d'utilisateurs qui aient pu utiliser ces choses-là en moins de 2 mois, hein, jusqu'au début de l'année 2023, c'est quand même très, très, très impressionnant.
Alors, il faut être excité, c'est très très bien, c'est super, la technologie est intéressante, mais il faut aussi se calmer un tout petit peu et regarder ce que sont vraiment ces LLMs et pourquoi des fois elles sont pas trop pertinentes ou parce que elles hallucinent. Donc l'hallucination est quelque chose qui est typique de ce genre de technologie-là, parce que elles doivent vous donner des réponses. C'est son rôle. Donc, quand vous allez poser une question ou quand vous allez faire une remarque ou n'importe quoi, elle va vous donner des réponses. Et des fois, cette réponse, elle n'existe pas. Et donc, elle va l'inventer. Et ça, c'est un des problèmes des LLMs aujourd'hui. Hein. On ne s'en rend pas forcément compte parce qu'on les a un peu mis sur un piédestal. Mais donc, il faut quand même se réaliser que la pertinence n'est pas forcément extraordinaire. Par exemple, il y a une étude de l'université de Hong Kong qui a été faite, alors qui a mis un petit peu de temps parce que, comme j'ai dit, ChatGPT est sorti en novembre 22, les résultats de cette étude sont sortis en février 23, d'accord, donc ça a mis quand même 4 mois. Cette étude, c'est quoi? C'est une étude de pertinence justement sur des millions et des millions de faits vrais. Alors on va mettre des guillemets à vrai parce qu'il faut faire attention aussi à ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, mais bon, ce qu'on considère globalement comme vrai, et donc ils ont passé des 24 databases de faits, d'accord, et ils ont mis 3 ou 4 mois pour donc faire cette étude, et pertinence sur n'importe quel sujet de ces databases, c'est 64%. Donc quand on a un expert, ou c'est quelque chose qu'on considère comme expert qui est pertinent à 64%, bah c'est là où on commence à se calmer un tout petit peu. On se dit que finalement, il n'est pas si bon que ça. Alors là, plus vous allez spécialiser les databases, parce qu'on peut très bien injecter aussi des données et puis faire en sorte de spécialiser les databases, injecter des plugins pour faire ça, etc. Et là, plus vous pouvez avoir de la pertinence. Mais sur une base générique, donc ce qu'on pourrait peut-être approcher, et ce que font souvent les journalistes ou les gens des médias qui veulent faire un peu de sensationnalisme, ils aiment bien rapprocher ChatGPT avec AGI. AGI, c'est Artificial General Intelligence, donc une interface, une intelligence artificielle générique. On en est très très loin, d'accord? Parce que si une intelligence artificielle générique a 36% de choses fausses, c'est pas bon. Alors concrètement, on parle beaucoup de ce vol de données dans les copyrights où on a des modèles qui ont pris un peu tout, quoi, les données publiques, les données privées, etc. En plus de ces créations que vous appelez hallucinations, hein, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'on peut se fier quand on est une entreprise avec des outils qui en fait ont peut-être pris des choses illégaux et qu'après on va réutiliser? Comment on fait pour gérer ça quand on est une entreprise? Eh ben, c'est super compliqué. Déjà, il faut s'éduquer, il faut savoir. D'accord? Donc, si on ne nous le dit pas, on ne sait pas. Et donc, on est là pour ça aujourd'hui. Hein. Et donc, il faut comprendre qu'effectivement, quand on parle de 175 milliards de morceaux de données, là, ça veut dire qu'ils ont pris tout et n'importe quoi. Ce qui est marrant avec OpenAI, le nom OpenAI, c'est qu'ils sont complètement fermés. Hein. Donc, ils ont, en 2017, quand ils ont décidé d'utiliser les technologies qui venaient pas d'eux, hein, les technologies qui venaient de Google, quand ils ont décidé de les utiliser, ils ont fermé leur database, justement, ils ont fermé leur méthode pour pas montrer ce qu'ils allaient prendre comme données. Alors bon, on va pas faire de jugement ici, c'est pas l'objectif, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont pris tout et n'importe quoi. Et donc, il y a énormément de données, effectivement, qui sont dans ces bases de données, qui sont des données qui, certainement, en fond de infringement, je sais plus comment dire en français, qui cassent le copyright, donc qui n'auraient pas dû utiliser. Donc ça, c'est un problème, effectivement, et c'est certainement ce qui va mener à sa perte certaines de ces IA génératives, hein, à leur perte certaines de ces IA génératives, parce qu'on va s'apercevoir qu'il va y avoir des choses qui sont générées, qui vont ressembler beaucoup à des choses qui sont copyrightées, et donc certainement qu'il va y avoir des procès, ça commence d'ailleurs aux États-Unis en ce moment, il y a des procès qui vont avoir lieu sur ce qui a été généré. Parce que tout ce qui est généré par ces IA génératives vous appartient. C'est-à-dire que le copyright vous appartient, et donc ça veut dire qu'il vous donne un copyright de choses qui est déjà peut-être copyrighté. Donc c'est un peu problématique, donc ça va avoir des conséquences. Il y a des IA génératives, par exemple Adobe, hein, sans faire de publicité, mais Adobe là vient de décider de créer une IA générative d'images où ils connaissent toutes les données qui ont été mises dans le modèle, et ils vous fournissent d'ailleurs, quand ils vous fournissent l'utilisation de cette IA générative, ils vous disent en confiance que si vous êtes attaqué, eh ben, ils vous donneront des sous pour vous défendre
parce qu'ils sont persuadés que toutes les données qui ont été utilisées sont soit leurs données, soit des données publiques. Donc ça, je pense que c'est vers là qu'on va aller, d'ailleurs, on va aller faire quelque chose comme ça. Donc aujourd'hui, quand on est dans une entreprise, c'est très compliqué de savoir si on utilise quelque chose de bien. Mais la vérité, c'est qu'il faut faire de toute façon très attention d'utiliser ces outils qui sont ces outils publics, hein, parce qu'à partir du moment où ce sont des outils publics, ça veut dire que vous avez à prendre quelque chose, vous allez donner quelque chose dans la requête vous-même. Donc il faut faire attention à comment vous allez utiliser. Si vous êtes une entreprise de design, par exemple, vous ne pouvez pas dire je vais mettre mon design, je vais le donner à ChatGPT ou quelqu'un d'autre, OpenAI, et OpenAI parce qu'OpenAI peut l'utiliser. Et donc ça veut dire qu'à partir du moment où vous faites ça, vous rentrez directement dans quelque chose qui est vous donnez vos données. Et donc, ça devient public, vos choses. Donc, il faut faire super attention quand on utilise ces outils, parce que ces outils, quand ils sont online, sont pas privés. Par contre, vous pouvez avoir des choses que vous pouvez utiliser en local, et donc créer vos propres versions avec vos propres données en local. Et ça, c'est ce qu'on voit de plus en plus avec les versions open source, cette fois-ci, donc pas Open AI, mais open source, de ces IA génératives que vous avez vos départements IT qui vont créer vos propres IA génératives que vous allez pouvoir, entre guillemets, contrôler. Est-ce que vous pensez qu'on a un joker à jouer avec Z et Bloom, donc les LLM français qui sont éduqués sur un autre langage, plus de français, etc. Et qu'est-ce que vous pensez de ce qui arrive avec Hugging Face et ces open source qui sont un peu, en fait, des modèles différents de Microsoft et de OpenAI? Alors, ce qui est intéressant, il y a deux choses qui sont intéressantes dans Hugging Face. Donc, il vous propose une bibliothèque de beaucoup d'open source, hein, donc ça vous permet d'aller choisir des trucs plus ou moins spécialisés. Ce qui est intéressant, c'est que les modèles sont beaucoup plus petits. D'accord, parce qu'il y a aussi, ça vous permet de le faire vous-même, c'est-à-dire que vous avez moins de moyens que des Microsoft qui ont des GPU à n'en plus finir. Donc, ça vous permet de créer vos propres modèles plus petits, moins gourmands, plus frugaux, et meilleurs aussi pour la planète. Mais bon, ça, on peut en parler. Donc c'est très intéressant, et je pense d'ailleurs que l'open source dans ces domaines-là vont se développer. Les Bloom et autres modèles qui vont être plus, on va dire, européens, français, c'est aussi intéressant pour le multiculturalisme, on va dire, pour être sûr qu'on va garder certains de nos aspects et pour être sûr que les données utilisées vont être aussi des données qu'on, entre guillemets, contrôle, mais qui sont des données qui sont peut-être plus françaises. Donc c'est important, mais je pense que là vers où on va aller en général, on va aller vers effectivement des modèles qui vont être des modèles et des algorithmes qui vont être beaucoup plus open source et beaucoup plus petits et donc beaucoup plus spécialisés aussi. Et donc du coup, ces spécialisations vont faire que la pertinence dont on parlait tout à l'heure va aussi augmenter. C'est-à-dire que plus le modèle va être petit et spécialisé, plus il va être pertinent certainement dans le domaine pour lequel il a été créé. Et donc on va oublier ces gros modèles génériques ou soi-disant génériques parce que, encore une fois, il y a les deux problèmes, la pertinence et le copyright. Et est-ce qu'on peut juste parler du troisième problème que vous venez d'évoquer, qui est qu'en fait, pour éduquer, pour créer ces modèles, ça a été des consommateurs d'énergie incroyables, et en même temps, dans les entreprises, on est dans de la frugalité, on essaye d'être dans le contrôle. Est-ce qu'il n'y a pas là un paradoxe ? Il y a un paradoxe, mais en même temps, on veut toujours mieux, on veut toujours plus, hein, c'est un peu un de nos problèmes. Mais là, quand on comprend effectivement quelles sont les ressources qui sont nécessaires pour créer des algorithmes, enfin pour créer des modèles, pardon, qui sont des modèles à la ChatGPT, hein, parce que là, on parlait, quand je disais 175 milliards de paramètres, je parlais de ChatGPT 3.5. Quand on parle de GPT-4, on parle certainement de 1700 milliards de paramètres. Donc c'est encore plus de paramètres, hein, c'est toujours plus. Et il faut comprendre aussi que c'est des millions de dollars pour entraîner ces machins-là, parce que c'est des semaines de temps GPU pour les entraîner. Donc ça, c'est pas frugal. C'est définitivement pas frugal. Donc quand on va faire quelque chose de plus petit, donc les modèles vont être seulement avec 4 milliards de paramètres ou même peut-être quelques centaines de millions, là on va revenir à quelque chose de beaucoup plus frugal et ça va être important. Parce qu'un autre truc aussi qui est important à dire pour ces IA génératives, c'est que non seulement elles prennent beaucoup de ressources au niveau de la création du modèle, mais
elles prennent aussi des ressources dans ce qui s'appelle l'inférence, c'est au moment où elles sont interrogées. C'est d'ailleurs pour ça que c'est pas complètement instantané. Quand vous utilisez ChatGPT, vous voyez très bien qu'il prend un petit peu de temps à répondre en fonction de la réponse de la question qui a été posée. Donc l'inférence est aussi quelque chose qui prend beaucoup de ressources. Donc là, je pense qu'on va revenir vers quelque chose qui est plus, qui va prendre beaucoup moins de temps. Les anciennes IA prenaient pratiquement pas de ressources en inférence. Quand une fois que le modèle était là, ça allait directement chercher ce qui allait bien dans le modèle et ça prenait pas de temps d'inférence parce qu'il n'y avait pas d'analyse de la question elle-même, en quelque sorte. Il n'y avait pas la partie chat. D'accord. Donc c'est la partie chat ici qui va prendre du temps à analyser. Bon bref. Donc oui, je pense qu'effectivement on est excité par la technologie, mais en même temps, on va se rendre compte que il faut faire attention et que ça prend beaucoup d'énergie et que finalement, on peut essayer de faire des modèles, comme je dis, beaucoup plus spécialisés, beaucoup plus petits et beaucoup plus frugaux du coup. Alors peut-être dernière question, Luc, pour des managers, des RH, des collaborateurs, puisque vous travaillez aussi en entreprise, qu'est-ce qu'on peut leur dire pour les aider à se transformer, à accepter et à monter en compétences sans être dans la peur, la panique, le stress? Sur quoi ils doivent se former et quelles seraient peut-être vos recommandations pour savoir bien faire un prompt ou pour aller vers des compétences, j'allais dire, IA compatibles? Alors d'une part, il ne faut pas interdire l'outil. L'interdiction de l'outil est ridicule parce que de toute façon, si on l'interdit, ça veut dire qu'on va essayer de l'utiliser encore plus. Donc il ne faut pas interdire l'outil, il faut le comprendre. Enfin, il faut interdire certaines pratiques, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut faire attention qu'on ne donne pas à Internet ou à Monsieur OpenAI ou à quelqu'un nos secrets. Donc il faut faire attention à comment on l'utilise, mais donc il faut surtout se former sur l'utilisation de l'outil. Donc on ne pourra pas l'interdire, on va pouvoir l'utiliser, mais il faut bien insister sur le fait que ce ne sont que des outils. Il y a une bonne nouvelle dans ces IA génératives, c'est leur nom. Autant vous savez certainement que moi j'ai un problème avec l'IA en général, j'ai un problème avec l'intelligence artificielle parce que je pense qu'on n'a pas donné le bon nom dans les années 50. Autant là, IA est là aujourd'hui, mais IA générative c'est le bon nom, dans le sens où on n'a pas fait l'erreur d'appeler ça IA créative. Et ça c'est super important parce qu'on aurait dû encore expliquer encore plus pourquoi c'était des outils et que c'était pas des trucs avec des capacités magiques, parce que à partir du moment où on va dire que ces trucs sont créatifs, là, on peut inventer et imaginer n'importe quoi. En disant bien que c'est génératif, ça veut dire que la créativité reste du côté de l'humain. Et ça veut dire aussi que ce sont que des outils que je vais devoir maîtriser, donc que je vais devoir apprendre, comme j'ai dit tout à l'heure, mais qui vont booster ma créativité. C'est-à-dire que quand je vais mettre quelque chose dans ce prompt, quand je vais dire dans le prompt dessine-moi une vache verte sur la tour Eiffel, l'idée même, la créativité, elle est dans la vache verte sur la tour Eiffel. Alors oui, il va me générer des vaches vertes sur la tour Eiffel comme moi, j'aurais jamais pu générer parce que l'outil va me servir à quelque chose. Et donc je vais certainement réitérer, itérer encore pour avoir une vache verte sur la tour Eiffel qui ressemble à l'image mentale que je m'en étais fait quand j'ai tapé le prompt. Mais c'est moi qui crée. C'est moi qui ai créé cette image de la vache verte sur la tour Eiffel. Et l'IA générative n'a fait que générer des choses pour m'aider à faire en sorte que l'image mentale que j'en avais ressemble à ce qui va être généré à la fin. Donc ça, c'est très important de comprendre ça. Et donc, quand on explique à ses collaborateurs et à qu'on soit un RH ou qu'on soit n'importe qui, un manager, qu'on explique que ces outils vont venir m'aider à, en fait, booster ma créativité, c'est exactement ce que c'est. Et donc, quel que soit le domaine, que ce soit dans la médecine, que ce soit dans le RH, dans n'importe quoi, en fait, dans n'importe quel domaine, ces outils vont être là pour booster ma créativité, pour m'aider. Ce sont des assistants. Ce sont des assistants excessivement puissants. Et donc, de par le fait qu'ils sont puissants, ils sont aussi dangereux. Parce que je peux les utiliser à mauvais escient, mais c'est comme n'importe quel outil. Je peux l'utiliser à bon et à mauvais escient. Il faut donc que j'apprenne comment le maîtriser, et quand j'apprends comment maîtriser l'outil, à ce moment-là, je l'utilise correctement, et mes capacités n'en sont que décuplées. Merci infiniment, Luc. Je rappelle que vous avez écrit un livre super, l'IA n'existe pas, mais vous en avez peut-être un nouveau dans les prochaines années, peut-être? Il y en a un qui est sorti aussi, qui s'appelle « On voit droit dans le mur », mais avec un point d'interrogation qui explique justement un peu les problèmes de frugalité, le fait que l'IA ou les autres technologies ne sont pas forcément frugales, mais que l'IA peut aider aussi à faire des choses qui sont de plus en plus frugales. Donc ça c'est. Et puis j'ai un autre bouquin qui est sorti aussi récemment, qui est sur la Silicon Valley, donc qui explique les différences entre pourquoi une Silicon Valley est unique en fait, et pourquoi il ne faut pas rêver d'en faire une autre ailleurs que dans la Silicon Valley.
Waouh, ben on va lire tout ça avec grand intérêt. Donc, en synthèse très rapide, donc Luc nous a expliqué la différence entre les IA et les IA génératives. Il nous a expliqué toutes les opportunités et surtout mis le focus sur les nouvelles compétences, les compétences de créativité qui resteront dévolues à l'homme et donc tous ces outils qui doivent être compris. Hein, c'est pour ça qu'on fait ce MOOC. Mais en tout cas, il ne faut pas hésiter à les utiliser en entreprise. Merci infiniment pour votre temps, Luc. Merci. Avec plaisir. Au revoir.